19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité. 113 jours que la bande de Raza est la cible de bombardement de l'armée de l'occupation sioniste, une agression qui a pour l'heure fait 26 257 martyrs et plus de 64 700 blessés. Condamnation de l'entité sioniste par la CIJ, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit mercredi à la demande du président algérien Abdelmadjid Tebboune. Les États-Unis suspendent les autorisations d'exportation américaine de GNL et invoquent la nécessité d'une étude plus approfondie des impacts environnementaux et économiques. Et puis championnat d'Afrique de handball, l'Égypte remporte son 9e titre en s'imposant en finale face à l'Algérie 29-21. Bienvenue à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez, cela fait maintenant 113 jours que la bande de Raza est la cible de bombardement de l'armée de l'occupation sioniste, une agression qui a pour l'heure fait 26 257 martyrs et plus de 64 700 blessés. Rien que durant les dernières 24 heures, l'occupant a commis 18 massacres faisant 174 victimes, en majorité des femmes et des enfants. Et parmi les victimes de ce samedi, au moins 36 civils sont tombés sous les balles assassines de l'occupant dans la région de Khan Younes, là encore en majorité des femmes et des enfants. À noter également que des dizaines de blessés ont été enregistrés. Toujours dans la région, de violents bombardements ont également ciblé le centre de Raza, faisant au moins 2 martyrs à Junaïna, un quartier situé à l'est de Rafah. À noter également que les quartiers de Zaytoun et de Sabra, où des résidences ont été bombardées, ne sont pas en reste. À Rafah, toujours, au moins 3 civils ont été tués dans une frappe sioniste qui a ciblé un immeuble de la ville. À Rafah, où les agressions se multiplient et où les rescapés tentent de survivre malgré les bombardements incessants. On écoute justement le témoignage de Mirvat Abou Halawa, sœur d'une victime. Ils dormaient tous sous la miséricorde de Dieu. Tout d'un coup, le missile est tombé sur eux. C'est tout ce que je savais. J'habite loin d'eux. J'ai appris cette nouvelle et je suis venue voir ce qui s'était passé. J'ai reconnu le corps de ma sœur et de ses 2 enfants. Dieu merci, mais je les ai retrouvés morts. Et depuis le début de l'agression sur Raza, la communication est régulièrement coupée. Les réseaux de télécommunications gravement endommagés. L'armée sioniste a d'ailleurs tiré ce samedi sur les employés de l'opérateur palestinien Paltel alors qu'ils tentaient de rétablir le réseau. À Khan Younes, l'hôpital Nasser a 2 doigts de l'effondrement total après avoir reçu un important flux de blessés et de personnes cherchant refuge après que les chars sionistes aient bombardé la zone autour de l'établissement. Nous manquons cruellement de personnel médical. Moins de 10% du personnel hospitalier a travaillé pendant toute la guerre.
La majorité des blessés hospitalisés sont des personnes déplacées dans les écoles et les zones résidentielles. L'équipement médical à l'hôpital est bien entendu quasi inexistant. Les choses les plus simples à l'hôpital, comme les analgésiques et les outils d'anesthésie, ne sont pas disponibles. Nous faisons de notre mieux pour gérer les patients qui arrivent et nous essayons de les maintenir en vie. Nous n'essayons pas de les traiter comme nous le faisions avant. Nous essayons simplement de les maintenir en vie. Conséquence des bombardements incessants, les Palestiniens vivent une véritable catastrophe sanitaire. Gaza, où 66% de la population souffre aujourd'hui de maladies dues à la pollution de l'eau. Le manque d'eau potable et la fermeture de toutes les usines de dessalement sont en lien direct avec la propagation de certaines maladies, comme le choléra et d'autres maladies intestinales. Et puis nous le disions en titre, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira mercredi prochain à la demande de l'Algérie au sujet de l'application du jugement de la Cour internationale de justice sur l'accusation de génocide contre l'entité sioniste, et ce pour garantir la mise en application de la décision prise ce 26 janvier par la CIJ. Cette décision justement de la CIJ a été saluée par la plupart des acteurs de la communauté internationale. Celle-ci signe la fin d'une ère, celle de l'impunité, et devrait permettre une nouvelle dynamique dans l'impératif respect du droit international. Les détails, Sofiane Baroudi. La Cour internationale de justice a rendu sa très attendue décision relative à la plainte déposée par l'Afrique du Sud contre le régime d'occupation sioniste poursuivi pour crime de génocide contre le peuple palestinien à Gaza. La CIJ ordonne au régime d'occupation, je cite, conformément aux obligations lui incombant au titre de la Convention sur le génocide, de prévenir toutes les situations à l'encontre desquelles les Palestiniens pourraient être victimes d'un génocide et veiller à ce que l'armée d'occupation commette aucun de ces actes à l'encontre de la population palestinienne. La Cour considère également que toutes les mesures devront être prises pour prévenir et punir l'incitation directe et publique à commettre le génocide à l'encontre des Palestiniens de la bande de Gaza. Elle ordonne aussi à l'entité sioniste de prendre sans délai des mesures effectives pour permettre la fourniture des services de base et de l'aide humanitaire et médicale requise de toute urgence, afin de remédier aux difficiles conditions d'existence auxquelles sont soumis les Palestiniens à Gaza. Cette décision a entraîné de nombreuses réactions de la communauté internationale. Dans ce sillage, la mission permanente d'Algérie auprès des Nations Unies a été instruite par le président de la République Abdelmadjid Tebboune afin de demander une réunion du Conseil de sécurité dans les plus brefs délais en vue de donner un effet exécutoire au prononcé de la Cour internationale de justice sur les mesures provisoires qui s'imposent à l'occupation israélienne. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a, lui, salué la décision déclarant que le peuple sud-africain ne restera pas spectateur pendant que des crimes de lèse-humanité sont commis sur un autre peuple. Il a également appelé à intensifier les efforts et à les coordonner afin de parvenir à un cessez-le-feu. La ministre des Affaires étrangères de Pretoria, Naledi Pandor, a pour sa part qualifié la décision de la CIJ d'historique. Elle a exhorté les pays africains, les pays arabes et tous les États du Sud global, mais aussi les acteurs des sociétés civiles, à soutenir activement le peuple palestinien, ainsi qu'à garantir la poursuite de la procédure visant le régime d'occupation pour acte de génocide. L'État algérien a, par le biais d'un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, exprimé qu'Alger renouvelle sa haute appréciation et son soutien à l'Afrique du Sud pour sa saisie de la Cour internationale de justice, qui vient de reconnaître de manière éclatante le bien fondé de sa démarche. Dans ce sillage, l'Algérie considère que le prononcé de la Cour internationale de justice annonce le début de la fin de l'ère de l'impunité dont l'occupation israélienne a longtemps tiré bénéfice pour donner libre cours à son oppression du peuple palestinien et à la répression de l'ensemble de ses droits légitimes, précise le communiqué. Celui-ci rappelle également que cette décision porte témoignage de la justesse de l'initiative du président de la République Abdelmadjid Tebboune, qui a été le tout premier chef d'État à appeler à une saisie massive des instances juridictionnelles internationales sur la multiplicité des crimes réprimés par le droit international humanitaire perpétrés par les forces d'occupation israéliennes à Gaza. Pour rappel, le président algérien avait également appelé à une large mobilisation de la société civile et des défenseurs des droits humains afin de faire face à ce qu'il a qualifié de véritable infamie pour l'humanité. De son côté, le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est félicité de la décision prononcée par la CIJ. Le mandataire turc considère celle-ci comme précieuse, se référant à la décision d'injonction provisoire prise par la Cour internationale de justice concernant les actes inhumains perpétrés à Gaza. L'Union européenne s'est également exprimée, disant attendre une mise en œuvre, je cite, complète et immédiate des décisions de la Cour internationale de justice.
Celles-ci devront être contraignantes pour les parties qui doivent s'y conformer. L'Union européenne dit attendre leur mise en œuvre complète, immédiate et effective, selon un communiqué commun du chef de la diplomatie européenne Joseph Borrell et de la Commission européenne. Et dans le même dossier, à retenir également ce rassemblement aux États-Unis de militants pro-palestiniens en marge d'un procès contre le président Joe Biden. Des organisations palestiniennes de défense des droits humains accusent l'administration Biden de ne pas avoir empêché le génocide perpétré à Gaza. Le procès qui désigne comme accusé le président américain Joe Biden, le secrétaire d'État Anthony Blinken et le secrétaire à la Défense Lloyd Austin vise à forcer les États-Unis à remplir leur devoir de droit international et de cesser d'être complices par un soutien financier et diplomatique inconditionnel de crimes commis depuis le 7 octobre dernier. Et puis ce nouvel épisode de la campagne Houthi visant le trafic maritime international en solidarité avec Gaza. Les Houthis qui ont indiqué vendredi avoir tiré des missiles contre un pétrolier britannique dans le golfe d'Aden, précisant que le navire touché de plein fouet a pris feu. Une attaque qui a par la suite été réprimée par les forces américaines tôt ce matin. Les unités navales des forces armées yéménites ont ciblé, avec l'aide de Dieu, le pétrolier britannique Marlin Luanda dans le golfe d'Aden, avec un certain nombre de missiles sol-mer qui l'ont atteint directement, y mettant le feu, avec l'aide de Dieu. Les forces armées yéménites confirment qu'elles poursuivront leurs opérations dans la mer Rouge et la mer d'Oman contre les navires israéliens ou les navires se dirigeant vers les ports de la Palestine occupée, jusqu'à ce que l'agression cesse et que la nourriture et les médicaments soient autorisés à atteindre le peuple palestinien assiégé en Palestine occupée et à Gaza. Les forces armées yéménites confirment qu'elles continueront. Voilà donc concernant le génocide à Gaza. Dans l'actualité également, au Maroc, plusieurs syndicats du secteur de l'éducation ont une nouvelle fois dénoncé les pratiques du ministère de l'Éducation en ce qui concerne les ponctions salariales, voire les licenciements, une politique pratiquée à l'encontre des enseignants ayant pris part à des grèves condamnant le nouveau statut des enseignants dans le Royaume. Les syndicats en question exigent la fin de ces pratiques arbitraires visant à intimider le corps des enseignants et qui ne font que, selon eux, aggraver la situation de précarité dans laquelle ils se trouvent. Toujours sur le continent, au moins 19 personnes ont été tuées lorsque des rebelles ont attaqué une ville dans la province du Nord Kivu en République démocratique du Congo. L'armée a attribué l'attaque au groupe rebelle des M23 qui s'est fait connaître il y a 10 ans lorsque ses combattants se sont emparés de Goma, la plus grande ville de l'Est du Congo située à la frontière avec le Rwanda. Son nom fait référence à l'accord de paix du 23 mars 2009 qu'il accuse le gouvernement de ne pas appliquer. Et puis ils sont 24 millions d'enfants déplacés depuis le début de la guerre qui oppose l'armée et les forces de soutien rapide au Soudan. 24 millions condamnés à vivre selon l'UNICEF, la catastrophe d'une génération, alors que 9 millions de Soudanais ont été contraints à se déplacer à l'intérieur même du pays. Les autres ont trouvé refuge dans les pays voisins. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, le Tchad accueille la majorité des arrivées, le Soudan du Sud 30% et l'Égypte 24%, tandis que l'Éthiopie et la Libye et la République centrafricaine accueillent le reste. Un tribunal a bloqué vendredi la décision inconstitutionnelle, illégale et invalide du gouvernement kényan de déplorer 1 millier de policiers
de déployer un millier de policiers en Haïti dans le cadre d'une mission soutenue par l'ONU pour tenter d'y endiguer la violence des gangs. Le gouvernement a annoncé dans un communiqué qu'il allait contester immédiatement cette décision. Le verdict de la haute cour de Nairobi marque un coup d'arrêt à la force multinationale très attendue pour tenter de juguler le chaos grandissant où la violence des gangs a fait près de 5000 morts, dont plus de 2700 civils en 2023. Et on passe au sport pour parler handball ce soir avec ce sacre de l'Égypte. L'Égypte qui remporte donc son 9e titre en s'imposant en finale face à l'Algérie en championnat d'Afrique de handball 29-21. Et puis zoom à présent sur la Coupe d'Afrique des Nations. Vous l'aurez compris, direction la Côte d'Ivoire avec l'affiche Angola-Namibie qui ouvre le bal des 8e de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023 ce samedi au stade de la Paix. Les Palancas Negras à 10 ont pris l'avantage et mènent 2-0 face à la Namibie. Ils visent une qualification historique en quart de finale, une étape qu'ils n'ont plus franchie depuis qu'ils ont organisé le tournoi chez eux en 2010. L'Angola qui impressionne avec 2 victoires jusqu'à présent, du jamais vu dans le parcours antérieur dans la CAN. Et puis qui des lions indomptables ou des Super Eagles se qualifiera pour les quarts de finale. Le Cameroun défie le Nigeria à Abidjan à partir de 21h dans un duel de géants du football africain. Les deux sélections cumulant 8 Coupes d'Afrique à L2, 3 pour le Nigeria et 5 pour le Cameroun. Nous savons que nous n'avons plus droit à l'erreur et je pense que l'équipe du Cameroun aussi, sa force aussi, si on est prêt mentalement, je pense que rien ne peut nous arriver. Donc demain, je pense que ça va être un match qui aura beaucoup d'enjeux et nous, on se préserve pour essayer de faire en sorte que nous essayons d'être bien organisés, ne pas non plus se jeter, n'est pas non plus aller dans l'enthousiasme de ce qui va se passer. Et après, j'ai dit, mettre notre technique et notre philosophie pour essayer de les mettre en difficulté. Et c'est faisable. You know what you must do. You want to beat Cameroons. Nous savons ce que nous devons faire. Nous voulons battre le Cameroun. Nous ne voulons pas encaisser de but. Au moins, vous voulez en marquer un et passer. Pour cela, vous devez jouer avec le même enthousiasme, la même exigence, le même engagement, concentration et sacrifice pour courir, pour se battre et pour jouer. Et enfin, pour profiter du jeu aussi. Voilà donc Cameroun-Nigeria, c'est à partir de 21h. Dans le reste de l'actualité, début du premier round des consultations bilatérales pour la fin de mission de la coalition internationale. L'Irak a déclaré jeudi qu'il s'était mis d'accord avec les États-Unis pour former la coalition militaire supérieure afin de discuter de la fin de la mission de cette coalition internationale sous commandement américain en Irak.
Et à propos des États-Unis, l'administration Biden a annoncé suspendre les autorisations d'exportation américaines de GNL, invoquant la nécessité d'une étude plus approfondie de ses impacts environnementaux et économiques. Les explications avec Mohamed Ali Ben Chaban. Un changement important dans la politique énergétique américaine. L'administration Biden a décidé de suspendre temporairement de nouvelles exportations de gaz naturel liquéfié vers les pays non signataires de l'accord de libre-échange. Raison invoquée par Washington, la décision intervient dans le cadre d'un examen approfondi des impacts environnementaux et économiques associés à ces exportations. Aujourd'hui, comme l'a souligné Karine, l'administration Biden-Harris annonce une pause dans les demandes en attente d'exportation de gaz naturel liquéfié vers des pays ne faisant pas partie d'un accord de libre-échange à partir d'ici aux États-Unis. L'agence met à jour ses principales analyses économiques et environnementales. Le ministère de l'Énergie a déclaré qu'il se concentrait sur une meilleure compréhension des coûts énergétiques et des implications des exportations futures sur les coûts énergétiques pour les consommateurs et les fabricants américains. Les autorités américaines disent en effet vouloir reprendre en compte les aspects environnementaux. Les écologistes ont salué cette décision comme étant attendue depuis longtemps, même si le spectre de l'élection présidentielle plane sur la Maison-Blanche, selon plusieurs observateurs. Les jeunes constituent le bloc électoral le plus important dans ce pays et ils votent pour les questions qui leur tiennent à cœur. Le climat est l'un de ces problèmes majeurs et il faut voir que les dirigeants prennent les devants avec audace et sans vergogne pour résoudre cette crise et la prendre au sérieux. C'est ce qui les pousse à voter. Cette décision intervient à un moment où la transition énergétique mondiale est de plus en plus au centre des préoccupations. Il est important de noter que cette suspension n'affectera pas les exportations de GNL déjà en cours, mais vise plutôt à examiner attentivement les projets futurs afin de garantir qu'ils répondent aux normes environnementales et économiques. En contre-champ, la décision de Washington risque de mettre l'Europe dans une mauvaise posture, telle qui dépend désormais en partie des exportations de GNL américains. En 2023, l'Europe est restée la principale destination des exportations américaines de GNL, avec 5,43 millions de tonnes acheminées rien qu'en décembre. Les cours en spot Henry Hub ont clôturé la semaine sur une baisse de 43 cents, passant de 2,87 $ MMBTE à 2,44 $ MMBTE selon l'AIE. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée et à demain.